Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Dans une semaine, les électeurs et électrices américaines seront appelés à choisir leur prochain président ou présidente. Impossible de prévoir l'issue de cette élection qui oppose la vice-présidente en poste, la démocrate Kamala Harris, à l'ancien président républicain Donald Trump. Tous les regards seront rivés sur Washington le 5 novembre prochain, comme ils le sont depuis de longs mois, et parmi ces regards, il y a le vôtre, Ramayad. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme du gouvernement Fillon II, puis déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Vous êtes désormais directrice Afrique et Senior Fellow Europe pour l'Atlantic Council à Washington, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Vous avez donc un poste d'observation privilégié des États-Unis. Observation dont vous avez tiré un livre, Les leçons de l'Amérique, nation et puissance, qui vient de sortir aux éditions de l'Harmattan. Merci d'être avec nous. J'ai lu votre livre et vu de France, vous décrivez cette Amérique que vous avez observée depuis maintenant 3 ou 4 ans. Vu de France, on a le sentiment qu'il n'y a plus une seule Amérique, mais des Amériques profondément clivées, au moins 2 Amériques profondément clivées. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous ? C'est vrai, on a le sentiment que les Américains ne vivent pas dans la même réalité. Donald Trump a maintenu la démocratie américaine sous stress, on peut dire cela, et de fait, la moitié des électeurs, ou presque, continuent de considérer que l'élection de 2020 a été volée. Et sans parler des tentatives pour limiter l'accès au vote, d'une Cour suprême effectivement qui est politisée et qui le revendique. On l'a vu avec la remise en cause du droit fédéral à l'avortement. Sans parler effectivement de tout le reste, les médias, la polarisation du débat. Donc ils ne vivent pas la même réalité. Et on a vu même sur l'avortement certains membres du Congrès se réjouir que finalement ceux qui ne sont pas contents de l'abolition de l'avortement dans leur État puissent partir. Et donc de fait ils puissent rester entre eux. Donc on se retrouve finalement avec 2 Amériques qui se font face. Vous avez parlé de démocratie mise sous stress par Donald Trump. Pourtant, vous croyez en la solidité de la démocratie américaine. Vous faites un long développement sur les événements du 6 janvier et l'assaut du Capitole. Et vous démontrez que c'est pas la première fois que le Capitole est attaqué, qu'il y a eu beaucoup comme ça d'attaques ou de mises sous pression du Congrès. Il y a même brûlé le Capitole. Il y a eu des tentatives pendant la guerre anglo-américaine, aussi dans les années 50, des Portoricains, ceux qui étaient aussi plus tard contre la politique des États-Unis au Liban. Donc, le Capitole est souvent attaqué, saccagé, incendié, parce que c'est le symbole, comme on dit, de la démocratie américaine. Et donc, il n'est pas étonnant que le 6 janvier 2021, il ait été ciblé le jour de la certification de l'élection présidentielle. Mais là, vous dites que c'est plus grave parce que c'est fait avec l'assentiment d'un président des États-Unis. La première autorité du pays, les attaquants, les assaillants dont je viens de parler, ce sont des individus. Ce sont des groupes de militants. Voilà, c'est tout. Ce ne sont pas des représentants des institutions. Et lui, il est non seulement le représentant des institutions, mais le numéro 1. On a vu la commission d'enquête parlementaire qui a travaillé dessus, sur les événements du 6 janvier pendant 18 mois. Ils ont auditionné plus d'1 millier de personnes, rassemblé des centaines de milliers de documents. Et il a été démontré, notamment à travers le témoignage de l'ancienne chef de cabinet adjointe de Donald Trump, qu'il était au courant et qu'il a incité à ces assauts sur le Capitole, voire orchestré, notamment lorsque le service secret a essayé de l'arrêter, il a voulu les forcer à y aller. Donc tout ceci a été documenté clairement et figure dans des archives qui resteront pour l'histoire. Et puis un débat s'est déclenché à ce moment-là à Washington dans ce qu'on appelle le BULB, le petit groupe des experts de Washington qui commentent un peu tout ce qui s'y passe, des personnalités comme Fiona Hill qui étudie les dictatures et depuis des années, qui a pu comparer ce qui s'est passé à d'autres faits historiques de cette nature, se demandant s'il y avait eu un coup d'État, une tentative de coup d'État, et citant quelques éléments. Et puis d'autres ont phosphoré encore plus loin en se demandant, mais si le coup d'État avait réussi, quelles seraient les prérogatives du président ? Qu'est-ce que la Constitution lui permet de faire ? Finalement, faisant la liste des lois d'exception. Vous expliquez dans votre livre que le président américain est tout puissant et que s'il le veut, il peut avoir un pouvoir pas illimité, mais en tout cas extrêmement développé. Il a un pouvoir de saisine, par exemple, des avoirs lorsqu'il y a danger sur le territoire national, les intérêts vitaux du pays sont menacés. Ça, c'est avec l'autorisation du Congrès. Et puis il y en a d'autres sans l'autorisation du Congrès, comme par exemple la loi sur l'insurrection qu'il peut utiliser pour transformer des milices privées en police nationale. Il semble qu'il ait été tenté de le faire selon les témoignages de la commission d'enquête lorsque l'avocat des Oath Keepers, qui est un groupe d'extrémistes qui le soutenait, lui a suggéré de déclencher la loi sur l'insurrection et de transformer des milices
Proud Boys, Oath Keepers, en police pour remettre l'ordre à Washington. Donc, ce sont des éléments qui ont effrayé, même si le mot coup d'État a été au début chuchoté, quelques mois plus tard, certains ont commencé à envisager que se serait-il passé si c'est la dérive illibérale, finalement, de pas mal de démocraties occidentales. Vous avez parlé de cette bulle à Washington où on a commenté justement ce coup d'État. Est-ce que cette bulle s'inquiète d'une éventuelle défaite de Donald Trump et des conséquences qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'on imagine qu'il puisse refaire un tel coup d'État? Trump a dit que s'il était élu au premier jour, il se vengerait, mais on peut se demander aussi ce qu'il pourrait faire s'il n'était pas élu. Est-ce que c'est une chose à laquelle on réfléchit? Est-ce que c'est une chose qu'on craint aussi? Ah bon, Washington, c'est pas tout à fait l'Amérique, hein. C'est une ville de beaucoup de fonctionnaires internationaux, beaucoup d'experts. C'est une ville où on travaille plus qu'on habite. Donc, peut-être qu'il y a donc un biais qui est différent de ce qui se passe dans le Michigan, Pennsylvania ou à Wisconsin. Mais c'est vrai que du côté des démocrates, il y a une inquiétude. Du côté même s'il y a silence dans les rangs, le vieux parti républicain, il est encore là. Et je suis surprise même souvent de les entendre chuchoter à quel point Trump n'est pas leur candidat à la base. Mais voilà, par la force des choses, la force de Trump, l'effet d'entraînement a fait que ils ont fait rang autour de lui. Alors maintenant, inquiétude, Trump a déjà été président et ils ont survécu à Trump. Et les institutions ont été testées férocement, mais ils ont tenu. L'armée a tenu. Rappelez-vous comment même son secrétaire d'État à la Défense, Mark Esper, a fait partie des 10 secrétaires de la Défense qui ont co-signé une tribune au moment des événements de janvier 2021 pour dire que la Constitution doit prévaloir. Rappelez-vous comment l'armée, autour du général Miley, qu'il avait lui-même nommé pourtant Donald Trump, s'est insurgé. Et il témoigne en ce moment dans le livre de Bob Woodward pour expliquer, il a même employé le mot de fasciste. Donc, les pouvoirs locaux ont tenu. Mais vous dites d'ailleurs, excusez-moi je vous coupe, mais vous dites face à l'offensive MAGA, donc MAGA, Make America Great Again, le slogan de Trump, face à l'offensive MAGA, c'est une démocratie tenace. Ce que vous dites, c'est que finalement, les institutions sont plus fortes que la folie trumpiste. Je vous cite l'armée, je vous cite même le vice-président, Mike Pence, qui était à son siège, à la tribune, au Capitole, en train de certifier coûte que coûte, alors que la foule criait « pendez-le ». Ça veut dire que, au niveau local, vous épargne la liste des assesseurs, entre guillemets, qui contrôlaient, qui certifiaient le vote, et sous la pression de Trump, notamment en Géorgie, qui disait « trouvez-moi 11 000 voix, parce qu'il m'en manque ». Et les gars résistaient. Donc, du local à la capitale, y compris chez les Républicains, les institutions ont tenu. C'est ça la maturité. Et c'est la vulnérabilité et la maturité du système démocratique américain. Je rappelle quand même, contrairement à ce vieux pays qu'est la France, multimillénaire, au moins 2000 ans, les États-Unis ils fêteront leurs 250 ans dans 2 ans. C'est une jeune démocratie. C'est une expérience, comme je dis aussi dans le livre. C'est une nation qui se construit, inachevée, pour comprendre les mots d'Amanda Gorman, qui est cette jeune poétesse qui avait déclamé un très beau poème lors de l'investiture de Joe Biden. Et puis, la difficulté, celle-là, c'est ce que disait Stephen Breyer, l'ancien juge à la Cour suprême. Il disait, la Constitution, c'est le signe de l'unité des Américains. Mais pour la première fois, ce n'est plus le cas. Vous avez une image, vous dites, entre Rome et Athènes, les États-Unis ont d'abord été Rome. Quand vous écrivez ça, vous opposez Rome, la République, et Athènes, la démocratie. Vous avez dit que la démocratie était tenace, mais pourtant vous dites que la démocratie n'est pas forcément une tradition ancrée dans les gènes de l'Amérique, qu'on est sur un pays qui est plus sur un modèle républicain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, cette réflexion est venue de certains membres du Congrès républicain qui avaient fait des tweets pendant le débat des vice-présidents en 2020, donc oui, entre Mike Pence et Kamala Harris. Kamala Harris invoquait la démocratie en permanence. Et ces républicains tweetaient, mais nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une république. Et cela est dit plus naturellement du monde. Et au fond, j'ai commencé à chercher et ça ne pouvait pas être dit par hasard d'où cela pouvait venir. Et ça vient des pères fondateurs. Ça vient de très loin. Qui disaient, nous sommes une république, si vous pouvez, gardez-la. On a certains d'entre eux, comme Marshall, qui disaient ça. Et au fond, l'idée, c'est que la démocratie, c'est une certaine forme de désordre. Ça n'apporte pas la prospérité. Tocqueville, qui est aussi un de mes guides dans ce livre qui a analysé l'enfance du modèle démocratique américain, a toujours dit que cette démocratie est menacée de despotisme à tout moment. Et qu'il fallait donc, là on a abouti à un système de checks and balances, de freins et contrepoids. Le président est tout puissant, mais un Clémenceau, qui est un autre guide aussi, qui a écrit ses lettres d'Amérique quand il était journaliste au temps, explique aussi que le président, le Congrès peut l'attraper par les oreilles et puis lui faire ceci ou cela. Donc ça, c'est les contrepoids. Voilà, c'est une démocratie très originale qui, effectivement, se cherche encore, est à l'état d'expérimentation, mais qui n'a rien à voir avec ce que nous avons en Europe, par exemple. C'est vrai.
Oui, qui est en constante évolution puisqu'elle repose sur la jurisprudence et sur les arrêts de la Cour suprême. Et puis on a pu voir d'ailleurs cet arrêt de juillet qui a donné une immunité assez importante au président et qui a beaucoup inquiété. Donc elle est toujours en mouvement et en construction. Ouais. Et la Constitution protège au fond les minorités. Les Américains sont pour le contrôle des armes dans leur très grande majorité. Et pourtant on n'y arrive pas. Il y a eu une succession de lois, toutes avortées, toutes ont échoué tout le long, que ce soit sous Clinton, sous Obama. Et puis pareil pour l'avortement, c'est une minorité qui a fait prévaloir son opinion. Alors que même dans les États où l'avortement est aujourd'hui interdit, ou fortement limité par rapport à 2022, c'est-à-dire 21 États, eh bien, 75% des femmes qui vivent dans ces États sont pour l'avortement. Donc, c'est un système, justement, il veut protéger les minorités, ils ont peur d'une démocratie despotique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations, que ce soit sur les armes ou l'avortement, c'est une minorité qui décide pour la majorité. On va parler un peu de la campagne en cours, de l'élection du 5 novembre prochain. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, si on regarde les chiffres de 538, l'agrégateur de sondage, Kamala Harris a une très courte avance. Quand j'ai regardé ce matin, c'était moins de 2 points. Alors, on rappelle souvent que les sondages doivent être pris avec beaucoup de précautions. Aux États-Unis, c'est un suffrage universel indirect, donc les gens ne votent pas directement, à l'inverse de la France. Elle est devant, les démocrates reviennent de très loin. Quand on repense à ce qui se passait en mai dernier avec Joe Biden, on le voyait perdant. Comment vous jugez la candidate Kamala Harris et sa campagne actuelle? Et selon vous, est-ce qu'elle est capable de battre Trump? Ce n'était pas simple d'improviser la succession en pleine campagne de son président, Joe Biden. Et pourtant, Kamala Harris, qui a souvent été sous-estimée, a en quelques heures fait l'unité du Parti démocrate autour d'elle. Et on se rappelle qu'il y avait des personnalités démocrates qui revendiquaient aussi, qui appelaient à une primaire, comme Manchin, qui est l'un de ces démocrates qui a longtemps empêché le vote des lois sur le climat sous Biden. Mais ces voix-là ont été tues et tellement le ralliement s'est fait autour de sa personne parce que vice-présidente, sur le plan institutionnel, elle était la candidate naturelle. Ensuite, elle a levé $1 milliard, ce qui est le record dans l'histoire politique des États-Unis en termes de fonds pour sa campagne. Ensuite, lors de la convention démocrate à Chicago, on a aussi observé le ralliement des anciens présidents et aussi de certains républicains comme Liz Cheney, qui était une de celles qui dirigeait la commission d'enquête sur les événements du Capitole. Et puis elle a fait renaître l'espoir. On a vu ces foules immenses dans ces meetings, absolument extraordinaires. Maintenant, Trump, de son côté, le président Trump, il a vu aussi ses affaires judiciaires disparaître. Je veux dire, pour quelqu'un qui pense qu'il y a un État profond, qui veut l'empêcher d'être candidat et de gagner, on peut se demander si c'est pas l'inverse, puisqu'il était cerné d'affaires judiciaires. En Géorgie, c'était l'affaire que je vous disais tout à l'heure, trouvez-moi les 11 000 voix. À New York, c'était l'affaire de Stormy Daniels, cette ancienne maîtresse. Bon, à Washington, c'est l'affaire du Capitole. En Floride, c'est l'affaire des documents classifiés. Tout ça a été ou reporté, ou annulé. Oui, 5 tribunaux et 91 chefs d'inculpation pour le seul Donald Trump. Et pourtant, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'imprimer sur son électorat. Et même au sein du Parti républicain, même si vous dites que le vieux Parti républicain résiste, on a des magas très forts. Comment vous expliquez le fait que ce Trump, qui accumule les scandales, qui a des relations avec Poutine, une proximité très suspecte avec Poutine, qui a ses 91 chefs d'inculpation, comment vous expliquez qu'il arrive encore à séduire des gens? Qu'est-ce qui fait que ces gens sont fascinés? Est-ce qu'on l'a déjà vu d'ailleurs en meeting, Donald Trump? Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer et qui finalement sont, aux yeux de ses électeurs, plus importants que les problèmes judiciaires ou le langage de vulgarité. C'est d'abord la question, et c'est le profil de ses électeurs, des jeunes hommes blancs qui se sentent déclassés sur le plan économique, déclassés sur le plan culturel. La question migratoire ici a son importance, mais les choses deviennent complexes quand vous comprenez aussi que certains latinos et noirs américains votent également pour lui. Et cela, vous allez les retrouver sur des considérations plus traditionnalistes, notamment sur les questions LGBT, les théories du genre, parce que ce sont des populations assez conservatrices aussi. Donc voilà, c'est un mélange de questions d'économie, où ces personnes estimaient qu'elles vivaient mieux avant. L'inflation est restée dans les têtes. 2022, c'était plus de 9% sous Biden. Même si aujourd'hui, il l'a contenu à moins de 2,5%, c'est resté dans les têtes. Donc, vous avez cette question de l'économie, vous avez la question de l'immigration. Le pic des entrées sur le territoire américain a atteint 300 000 en janvier 2024 sous Biden, donc, alors que le pic sous Trump n'était que 250 000. Mais en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que il y avait une loi bipartisane, qui pouvait passer pour la première fois en 30 ans, parce que les États-Unis n'ont jamais eu de loi sur l'immigration depuis 1996, parce qu'il n'y a pas de consensus au Congrès. Et il y en avait enfin un
en février 2024. Et Trump l'a fait empêcher que ça se fasse parce qu'il voulait utiliser cet argument pour la campagne. Donc voilà, ce sont tous les éléments qui expliquent qu'il y a des phénomènes culturels de fond dans la société qui tiraillent la société américaine avec ces pôles de résistance qui expliquent que Trump, malgré les affaires judiciaires et son langage, continue à avoir des adeptes. Parmi ces thématiques qui divisent ou qui polarisent les États-Unis, vous en avez parlé, il y a la question de l'avortement. Vous évoquez évidemment dans votre livre la décision de la Cour suprême qui a annulé la Roe versus Wade, qui garantissait donc le droit à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis. Donc maintenant, c'est au niveau des États que ça se décide. Est-ce qu'au-delà du drame sociétal que cette annulation constitue, est-ce que ce n'est pas une aubaine pour les démocrates dans le sens où elle peut permettre de mobiliser les défenseurs de l'avortement derrière Kamala Harris sur ce sujet-là? Et est-ce que c'est pas un caillou dans la chaussure de Donald Trump qui a beaucoup de mal finalement, il semble, à se positionner par rapport à cette question? Vous avez tout à fait raison. Lors des midterms, il y a eu une surprise électorale. Les démocrates les ont gagnés, alors que personne ne les attendait là. Pourquoi? Parce que les jeunes filles se sont mobilisées. Aujourd'hui encore, si Kamala Harris parvient à faire jeu égal avec Donald Trump, ce qui n'était pas le cas de Joe Biden, c'est bien parce que elle a également le soutien des femmes blanches de banlieue qui se mobilisent pour elle, grâce à cette question on dit aux États-Unis des droits reproductifs plutôt qu'avortement. Donald Trump l'a bien compris, qui a commencé à mettre de l'eau dans son vin, voire même d'envoyer sa femme pour dire qu'elle était favorable à l'avortement. En tout cas, Kamala Harris l'a si bien compris qu'elle a abandonné le slogan Save Democracy qu'avait Joe Biden, parce que, évidemment, ça n'effraie pas, manifestement, donc elle est passée à Freedom, avec cette tonalité liée à la liberté des femmes, notamment. Oui, c'est un clivage important, qui est un clivage aussi territorial, qui bouleverse les États-Unis. Nous avons 28 États où l'avortement est autorisé, 21 où il est interdit, y compris en cas d'inceste ou de viol, 14 pour cela, comme le Texas ou l'Oklahoma. Et ça bouleverse tous les États-Unis parce que ceux qui sont dans ces États où l'avortement est interdit doivent se déplacer dans les États où l'avortement est autorisé, donc perturbant les services de santé parce qu'il y a des personnes supplémentaires à accueillir. Et pour partir, il faut avoir de l'argent. Donc c'est une situation qui handicape les femmes pauvres, les femmes latinos ou les africaines américaines. Sans parler des aspects légaux, c'est-à-dire les poursuites judiciaires que peuvent subir les femmes qui procèdent à l'avortement. On se souvient de cette petite fille de 10 ans de l'Ohio qui avait subi un viol incestueux et qui a dû aller dans un autre État pour chasser. Enfin, c'est vraiment une situation. Les petites filles ont moins de droits que leur grand-mère aux États-Unis aujourd'hui. C'est pas surprenant à cause de cette Cour suprême. Il a eu la chance, Trump, de nommer 3 juges. C'est très rare à la Cour suprême. Et la chance aussi est une manipulation. Vous vous rappelez cette affaire du siège volé, oui, où un juge qui devait être nommé par Obama n'a pas été confirmé. Donc, oui, effectivement, il est devenu après procureur, enfin ministre de la Justice. Effectivement, les républicains avaient refusé à Barack Obama, lorsqu'il était président, la possibilité de nommer un juge parce qu'on était à moins d'un an de l'élection présidentielle. En revanche, quand il s'est trouvé dans la même situation, Donald Trump ne s'est pas gêné pour le faire. Et ces 3-là, c'est des juges à vie. Et quelqu'un comme Coney Barrett, par exemple, est très jeune, et donc là pour 30 ans. Hein. Et ils ont un agenda politique, ces juges, qui ne datent pas de MeToo, mais qui datent des années 50. Il faut savoir que les Américaines sont pionnières en matière de féminisme. Elles ont eu le droit de vote avant les Françaises. Elles ont le droit à la contraception avant les Françaises. Je me souviens du général de Gaulle en 67, la Neuwirth, qui disait « faut protéger les femmes, donc on va leur accorder la pilule ». Les femmes américaines l'avaient déjà. Elles avaient ces clubs, ces sororités, qui faisaient il y avait un tissu social dynamique qui ont permis le mouvement suffragiste de se développer assez tôt. Tocqueville aussi en a été témoin et en a parlé. Donc aujourd'hui, on a dans ces fractures qu'on décrivait, on a une Cour suprême politisée, militante et ultra puissante. Et en face, on a un MeToo qui est tout aussi puissant. Voilà. C'est ça l'Amérique d'aujourd'hui, de ces paradoxes où ces deux blocs se font face. On s'inquiète beaucoup en Europe d'une éventuelle élection de Donald Trump en raison des conséquences qu'elle pourrait avoir sur la conduite de la politique étrangère américaine et de l'engagement de Washington dans l'OTAN, entre autres, ou derrière l'Ukraine face à Moscou. Est-ce que la question des affaires étrangères est une question qui mobilise les électeurs américains? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour eux? Alors, moi j'ai toujours entendu dire, notamment quand j'habitais en France, que on ne parle pas de politique étrangère dans les campagnes électorales américaines, parce que l'Amérique, c'est un continent, ils savent pas situer Paris sur la carte. Bon. Moi, je trouve que la politique étrangère est très présente dans cette campagne. Il n'y a pas eu un débat, une convention démocrate républicaine, où la question de Gaza, de l'Ukraine, n'ait été posée, de l'OTAN, etc. Donc, pourquoi?
de la Chine, évidemment. Parce que alors, évidemment, c'est des guerres qui reprennent et la question du gendarme du monde est posée. Ça, c'est une première raison. Donc, les troupes, l'envoi des troupes, sur fond de retrait d'Afghanistan, il n'y a pas si longtemps, sous Joe Biden. Donc, dans le pays, il y a 15 millions de vétérans, hein, des jeunes. Vous les trouvez à la caisse du Giant ou du Walmart, ils ont 20 ans. Les vétérans ne sont pas des soldats en retrait de la société. Moi, je me rappelle quand j'ai pris mes fonctions à Atlantic Council, j'ai été très étonnée parce que, on m'a présenté aux gens qui étaient là, et ces entretiens, c'était beaucoup avec des généraux. Je me suis dit, mais pourquoi je vois tous ces militaires? Enfin, j'ai rejoint un think tank et tous les jours, j'entretiens avec des militaires, des généraux, parce qu'ils sont dans la société, ils ont un rôle d'influence. Donc on les trouve dans les think tanks, on les trouve dans le business, on les trouve aux caisses du Walmart, comme je vous disais. Et donc, on a vu, par exemple, des vétérans ou des familles d'otages d'Israël venir parler dans les conventions des deux campagnes. Donc ça, c'est une première raison sociétale, je dirais. Et puis, la Chine, évidemment. Là, c'est moins clivant entre les deux. Il y a un consensus républicain-démocrate sur le fait qu'il faut contenir l'influence chinoise parce que l'atteinte aux intérêts vitaux des États-Unis. Donc, sous Biden, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois ont été multipliés par 4, plus 100%. Donc, tout est fait pour contenir la Chine. L'histoire de Taïwan, c'est les semi-conducteurs. C'est l'Indo-Pacifique, la transition vers l'Indo-Pacifique, c'est une question stratégique qui a commencé même sous Obama, qui a continué, s'est même renforcé sous Trump et continue encore plus. Quand Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, dit devant la Brookings que nous allons faire une politique étrangère pour les classes moyennes, c'est ça qu'il veut dire. Nous allons mobiliser tous les outils pour finalement réindustrialiser le pays et donc trouver un job pour les classes moyennes et populaires qui nourrissent les bataillons du Trumpisme. Voilà le lien. Voilà pourquoi la politique étrangère a une telle importance aujourd'hui. C'est parce qu'il faut sauver la démocratie américaine. Vous vivez aux États-Unis depuis 4 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que votre vie là-bas a changé votre regard sur la France et sur bien d'autres sujets? Je vous demande ça parce que j'ai été assez étonné par votre chapitre sur le wokisme. Georges Clemenceau, so wokiste, je crois, si je ne me trompe pas. C'est le titre. Qui est le titre. Vous exprimez des points de vue très honnêtement auquel je m'attendais pas de votre part, eu égard à votre famille politique passée, qui était l'UMP, maintenant les Républicains. Vous avez des prises de position qui sont très éloignées de toutes les paniques morales qui peuvent être entretenues par cette famille politique actuellement. Est-ce que c'est vous qui avez changé? Est-ce que c'est eux qui ont changé? Ou est-ce que finalement, vous avez toujours eu ces prises de position? On dit souvent que les États-Unis sont un avertissement de ce qui va arriver en France ou en Europe quelques années plus tard. Je pense que c'est avec les réseaux sociaux, la viralité des réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'attendre des années, c'est quasiment instantané. Et deuxièmement, en ce qui me concerne, ce livre est mon 8e livre. Mon premier, que j'ai écrit avant même d'entrer en politique, s'appelait Noir de France. Et j'évoquais ces questions-là déjà. Le mot wokisme n'existait pas encore, mais c'était exactement les mêmes débats. Et je n'ai absolument pas changé parce que j'avais tout dit dans ce livre déjà. La droite a changé, oui. Je trouve, elle a glissé. Vous savez, quand on dit, je suis toujours très, avec le recul et peut-être la hauteur, j'espère, quand j'entends dire le pays est à droite, je me dis, mais la droite, elle fait combien? Elle fait 4%. Donc, peut-être on veut dire le pays est à l'extrême droite. Alors, pourquoi on dit pas le pays est à l'extrême droite? Pourquoi on dit le pays est à droite? Est-ce que l'extrême droite, c'est la nouvelle droite, donc? Ça, c'est un glissement. Il y a d'autres glissements de ce genre. Lorsqu'on dit, Front républicain, c'est immoral, c'est pas bien. Bon, les Français ont magistralement répondu pour dire qu'il est plus vivant que jamais, mais à la suite des élections législatives anticipées. Mais pourquoi c'est mal, le Front républicain? C'est-à-dire, c'est une singularité française. J'ai pas vu ça ailleurs. Parler de la démocratie américaine, voilà, c'est une des singularités de la démocratie française. Quand on s'offusque que des députés d'extrême droite ne soient pas élus au bureau de l'Assemblée, on devrait s'offusquer qu'ils y soient. Quand on nous dit, mais ils sont 10 millions, vous insultez. Mais nous, on est 50 millions. On pourrait dire à l'américaine, comme on dit Black Lives Matter, nous aussi, we matter. Donc, de glissement comme ça en glissement, on aboutit à une sorte de démission collective, alors qu'il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, regardez le Brésil, est passé de Bolsonaro à Lula. Regardez même les États-Unis. Biden a battu Trump, que je sache. Et Kamala Harris est revenu diable au vert pour aujourd'hui faire jeu égal. La pauvre, il faudra faire plus que 50% pour gagner à cause du système électoral américain. Mais enfin, il n'y a pas de fatalité. Donc pourquoi ces glissements, cette espèce de démission collective consiste à dire ça, on bascule. Bon, et puis moi, je considère que c'est pas un parti comme un autre. D'ailleurs, même le mot extrême droite me perturbe parce que c'est comme s'il y avait un continuum entre la droite et l'extrême droite.
Donc, actuellement, il existe ce continuum. La porosité de plus en plus grande entre ces deux familles politiques. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que qu'est-ce que ça leur a apporté finalement? Ça a commencé tout ça depuis 2009, au fond, avec Patrick Buisson. Ça a apporté quoi? 47 députés. 4% aux élections présidentielles. Moi, je me dis, même si c'est ce qu'ils veulent faire, je m'arrêterai là parce que ça marche pas. Oui, c'est l'échec de la triangulation. Ça marche pas. Ouais. Bah non, ça marche pas. Depuis 15 ans, toutes les élections ont été perdues. Et depuis 15 ans, c'est ce qu'on appelle la droitisation. Donc, il y a un moment, même si on veut pas, peut-être sur le plan électoral, il faut changer. En plus, je pense qu'ils n'ont pas été grands remplacés, si je puis dire, par l'extrême droite, simplement, mais par, je sais pas comment ils s'appellent maintenant, En Marche, Renaissance. Ils ont changé de nom plusieurs fois. Dans mon département électoral, Hauts-de-Seine, on avait 10 députés de droite à mon époque. Aujourd'hui, ils sont plus que 2 et il y en a 7 de Renaissance. Donc ils ont été remplacés des deux côtés. Et je pense que les électeurs de droite en ont eu assez d'être caricaturés en racistes intolérants. Ils se sont tirés chez Macron. Voilà la vérité. Alors il y a une partie qui est évidemment allée à l'extrême droite, mais je pense que la plupart sont partis chez Macron. Une dernière question, parce que vous êtes donc dans un think tank qui est spécialisé dans les relations internationales, on l'a dit, l'Atlantic Council. Vous avez été ministre pendant le quinquennat de Sarkozy, donc Fillon 2, je l'ai dit. Comment vous avez reçu ces récentes prises de position sur la Russie et la guerre en Ukraine, où il explique que finalement la Crimée ne reviendra jamais dans le giron de Kiev et que l'Ukraine devrait avoir une position neutre entre l'Europe et la Russie? La Crimée, ça s'est passé sous la présidence Sarkozy. Je me rappelle, j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, j'avais pris des positions très claires en parlant d'annexion. J'ai revérifié que j'avais bien pris des positions très claires. Donc, bon, je ne sais pas si c'était à l'image de ce que pensait le président. J'étais pas toujours alignée, parce que bon, la spécificité de cette fonction qui était de secrétaire d'État aux droits de l'homme, une première et une dernière, parce qu'ils l'ont pas refait après moi, m'avait amené à penser que ce qui se passait là n'était pas normal et que c'était une annexion comme au temps de la guerre froide. Bon, à l'époque, Nicolas Sarkozy, il l'a constaté. Mais du coup, cela a autorisé Poutine à continuer avec les 4 oblasts là. De l'Est de l'Ukraine, oui. Donc, moi, je crois que comment je reçois, je ne sais pas, c'est un peu comme Emmanuel Macron au départ, il avait dit qu'il fallait pas humilier la Russie. C'est un petit peu ce même esprit. Je pense qu'il y a une fascination pour les hommes forts déjà. Pourquoi pas, mais ça n'est pas suffisant. Ensuite, je pense aussi que peut-être il y a la peur d'une guerre qui s'éternise. Et puis la volonté aussi de limiter la casse sur le plan de la crise énergétique. On le voit avec l'Allemagne, qui a été la première à s'inquiéter de la fin des approvisionnements de gaz venus de Russie. Donc toutes ces raisons se mixent pour expliquer ces positions-là. Atlantic Council, nous avons une position, évidemment, l'institution depuis les années 60 qui existe a une position très offensive. L'idée, c'est de soutenir l'Ukraine. Zelensky est venu à Atlantic Council plusieurs fois. Il a été honoré. Et c'est aussi la marque d'un retour de l'OTAN en Europe. Mais au-delà de ça, je crois que, à un moment, il faudra quand même parler de paix. Toute la question est à quelles conditions? Si c'est une reddition face à la Russie complète et totale de l'Ukraine, avec l'assentiment de l'Europe, le risque, c'est qu'on n'ait pas une véritable Pax Europa, mais qu'on ait une espèce de conflit gelé qui peut repartir à tout moment. Et qui laisse à Vladimir Poutine le sentiment qu'il a la liberté de faire un peu ce qu'il veut sur le sol européen. Merci beaucoup, Ramayad, pour vos éclairages et votre analyse. Je rappelle votre livre, Les leçons de l'Amérique, Nation et puissance, c'est chez l'Harmattan, et c'est très utile pour ceux qui veulent comprendre tous les enjeux de la prochaine élection. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Présentation Christophe Caron.